Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Le ministre de la Santé a reçu donc la nouvelle représentante de l'UNICEF à Djibouti, Madame Melva Johnson. Et enfin, des produits de l'espoir dans la lutte contre Ebola. Bonsoir à tous. À propos des derniers affrontements dans la ville de Aden, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a publié donc cet après-midi, annonce que la République de Djibouti se félicite de l'invitation donc du Royaume frère d'Arabie Saoudite adressée au gouvernement donc yéménite, à l'invitation du Royaume d'Arabie Saoudite, affrontements qui ont éclaté dans la ville d'Aden en vue de tenir une réunion de pourparlers. Djibouti souligne donc l'importance de cette décision qui tend à faire prévaloir la sagesse et le dialogue afin de renoncer à la division et de créer un climat propice à un règlement définitif. Ce cadre de stabilité qui s'inscrit dans un cadre donc plus large de pacification joué par le Royaume d'Arabie Saoudite et le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, a pour objectif central la promotion de la sécurité et de la stabilité dans la République du Yémen ainsi que dans toute la région, conclut le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Par ailleurs, dans un autre communiqué portant cette fois sur l'attaque de la mosquée Al-Aqsa le jour de l'Aïd par des colons israéliens, annonce que la République de Djibouti condamne avec la plus grande fermeté l'incursion des colons extrémistes donc israéliens sous la protection des forces d'occupation dans la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem, ainsi que l'attaque contre les fidèles présents dans les esplanades des mosquées, et ce durant le premier jour de l'Aïd al-Adha, en violation flagrante du droit et des lois internationaux. Djibouti tient donc le gouvernement israélien pour pleinement responsable des conséquences de ces effractions systématiques qui constituent une provocation majeure des musulmans dans diverses régions du monde. Dans le même temps, Djibouti appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités afin de fournir au peuple palestinien la protection nécessaire et de mettre fin à ces violations graves et répétées contre les lieux saints de l'islam et de la chrétienté situés dans la ville de Jérusalem occupée. Fin de citation. Le ministre de la Santé, Mohamed Warsamadiri, a reçu la nouvelle représentante de l'UNICEF, Melva Johnson, à Djibouti dans le cadre d'une visite de courtoisie. La rencontre s'est déroulée dans le cabinet du ministre en présence du secrétaire général et de nombreux cadres du département de la santé. Après avoir souhaité la bienvenue à la nouvelle représentante, le ministre a souligné la prestance du partenariat privilégié qui existe entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et son département. Dr Mandari a affiché la volonté ferme de l'UNICEF à soutenir les efforts gouvernementaux visant à réduire la morbidité et la mortalité néonatale et infantile. Par la suite, le ministre de la Santé et la représentante de l'UNICEF, Melva Johnson, ont donc échangé leurs points de vue sur plusieurs sujets cruciaux relatifs à l'extension et la pérennisation de la couverture sanitaire universelle concernant la santé de la mère et de l'enfant. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, a reçu aujourd'hui le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie accrédité en République de Djibouti, Mikhail Golovanov. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée du prise de contact du nouvel ambassadeur russe avec les plus hautes autorités du pays. Lors de cette visite, le ministre et l'ambassadeur russe ont passé en revue les bases de la relation bilatérale et les perspectives de renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays et se sont félicités des liens d'amitié et de coopération solides unissant les deux pays, réitérant leur détermination à œuvrer en vue de les consolider et les élargir davantage. À cette occasion, le diplomate russe a fait part au ministre de la prochaine organisation du premier forum économique russo-africain qui aura lieu à Sochi en octobre 2019. Ismaël Omar Guelleh, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, a quant à lui également évoqué plusieurs sujets relatifs au domaine de coopération et a exprimé le souhait de communication, d'influence et de plaidoyer à l'intention des membres du bureau de l'ANCLD et du secrétariat permanent au siège de l'association. Objectif consiste donc à comprendre et à maîtriser l'élaboration, la mise en œuvre et le pilotage d'une stratégie de communication, d'influence et de plaidoyer. Durant 3 jours l'atelier de formation permettra de discuter de la communication plus généralement et permettra aussi de dispenser une formation
aux participants sur les méthodologies d'élaboration des stratégies de communication, d'influence et de plaidoyer. Au cours de cet atelier, qui sera animé donc par un expert formateur à l'INAP, les participants auront droit à des présentations théoriques, des études, des cas et des exercices pratiques. Et la cérémonie d'ouverture a été donc présidée par la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane, présidente de la NCLD, qui a affirmé donc dans son discours d'ouverture qu'au terme de cette formation certifiante, la NCLD devait élaborer et mettre sur pied sa propre stratégie de communication. Elle a par ailleurs exhorté les participants à faire preuve d'assiduité pour faire usage des nouveaux acquis. On écoute le maire. Cette première formation de renforcement des capacités destinée aux membres du bureau exécutif et au secrétariat permanent de l'Association nationale des collectivités locales du Djibouti s'inscrit dans les cadres du projet d'appui aux autorités locales financé par l'Union européenne et l'Association internationale des maires francophones. Elle n'est pas cependant la dernière, puisque d'autres formations similaires qui touchent à divers domaines de compétences sont prévues, tels que le rôle et le fonctionnement d'une association d'autorité locale, la gestion du projet et la relation avec les bailleurs institutionnels, la gestion administrative et financière en lien avec les partenaires internationaux et la définition d'une démarche de capitalisation. Permettez-moi également de vous rappeler que l'objectif de cette formation consiste à comprendre et à maîtriser l'élaboration, la mise en œuvre et le pilotage d'une stratégie de communication, d'influence et de plaidoyer. Monsieur le Président, au terme de cet atelier, l'ANCLD doit être en mesure d'élaborer sa propre stratégie de communication et de plaidoyer. Car, comme vous le savez, le plaidoyer est l'une des missions premières de cette jeune association. Les enjeux de la décentralisation et le rôle des collectivités, mais aussi des élus locaux, sont très méconnus et souvent mal interprétés, bien qu'il existe une réelle volonté politique du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Nous devons être en mesure de construire des messages de plaidoyer et de les porter auprès des différents acteurs concernés dans le cadre du processus de la décentralisation. Répondant à l'appel lancé par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, les gardes-côtes djiboutiens ont pris l'initiative de se fournir en chaussures de Rangers issues de la production nationale effectuée par la société djiboutienne Illico. C'est ainsi que le colonel Waïs Omar Bourré, commandant les gardes-côtes djiboutiens, accompagné par 200 officiers, sous-officiers et agents, s'est rendu dans la journée de samedi à Mouloud, où se situe l'usine de production de la société Illico. Les gardes-côtes ont bénéficié sur place d'une visite de l'usine et des explications détaillées sur le site de production et les différents produits que propose la société Illico avant de prendre possession des chaussures acquises par les gardes-côtes. Cette jeune société de production de produits de maroquinerie est la première du genre dans notre pays à pouvoir prendre en charge la production de chaussures de tout type à des quantités industrielles. Les gardes-côtes djiboutiens ont finalement pris possession de leur commande de rangers, ce qui vont désormais être portés par l'ensemble du personnel de l'institution. Et lors de la cérémonie de réception des Rangers acquis par les gardes-côtes djiboutiens, Mme Filsan Douxié Boulalé a tenu à remercier le colonel Waïs Omar Bourré et l'ensemble des personnel des gardes-côtes, qui est la première institution des forces militaires et des forces de sécurité à se fournir auprès de la société Illico. Elle a tenu à souligner que cet acte démontre la confiance placée en son entreprise, qui a pu témoigner de la qualité de ses produits qui sont réalisés localement et en quantité industrielle. Et le sous-préfet de la ville de Mouloud, Omar Abdullahi Hussein, a remercié de son côté les gardes-côtes pour la concrétisation de leur volonté de prendre part au développement économique local en achetant les produits Made in Djibouti. Et enfin, le colonel Waïs Omar Bourré a quant à lui tenu à souligner l'importance vitale de soutenir l'économie locale et d'investir dans les projets qui apportent un changement visible dans le développement socio-économique. Il a exprimé sa fierté de pouvoir personnellement porter et doter le personnel sous son commandement de produits de haute qualité, produits à Djibouti. Il a affirmé que les gardes-côtes vont désormais se fournir auprès de la société Illico pour ses besoins en chaussures, que ce soit des rangers ou des chaussures de sport, mais aussi pour les mocassins blancs portés lors des différentes cérémonies.
Également dans l'actualité, la République de Djibouti regorge de sites touristiques et depuis plusieurs années, le gouvernement a mis en avant ces secteurs qui attirent de milliers de touristes par an. Regardez, c'est un document de la rédaction. À l'instar de nombreux États africains, la République de Djibouti est depuis une décennie le théâtre de nouvelles formes de tourisme. Ces dernières s'enracinent dans la culture agro-pastorale qui constitue les fondements de cette jeune nation. La République de Djibouti, avec une superficie de 23 000 km², notre pays fait figure des micro-États de la Corne de l'Afrique. Née en 1977, la République de Djibouti est forte d'une histoire longue et se situe à un carrefour des peuples et des civilisations. Rappelons que le tourisme offre de nombreuses perspectives de développement aux pays qui choisissent de les placer au sein de leur projet de territoire, d'où la nécessité absolue pour la République d'engager une nouvelle trajectoire qui lui est propre, afin de renforcer les activités touristiques dans notre pays. Cependant, il convient de souligner le décor idéal qu'offre notre pays pour les amoureux de la nature, avec un soleil paisible régnant en maître, des belles plages dorées, un climat doux et ainsi que les belles nuits sous les étoiles. Il s'agit là de voir le développement du tourisme à Djibouti, surtout dans l'arrière-pays, sous une forme différente avec de l'habitat traditionnel à la structure d'hébergement touristique. Cette activité se structure principalement autour des campements touristiques et structure d'hébergement originale puisque directement héritée du mode de vie nomade géré par les populations et mobilisant les ressources locales pour loger et nourrir les touristes. Je vais me permettre d'abord de mettre un peu l'accent sur la façon dont nous accueillons les touristes venant des pays étrangers ou locaux. Force est de constater que le tourisme joue un rôle prépondérant dans la réduction des pauvretés et bien également aussi un atout majeur pour booster l'économie du pays. La réflexion sur la réduction de la pauvreté grâce au tourisme peut être synthétisée en 3 temps. Tout d'abord, les effets bénéfiques du ruissellement des revenus touristiques dans les sociétés d'accueil. Ensuite, les dommages collatéraux qui résultent du tourisme et finalement définir les conditions nécessaires pour intégrer favorablement les projets touristiques dans les territoires hôtes. Au final, il apparaît indispensable de développer une politique volontariste. Compte tenu des impacts complexes et contradictoires du tourisme, il faut l'inscrire dans un projet d'un territorial cohérent et soutenu par les communautés locales afin de dégager des réels bénéfices. C'est autour des sites paysagers d'exception répartis sur l'ensemble du territoire qui continue aujourd'hui de se développer cette nouvelle offre touristique. On observe ainsi tout un florilège de localisations et des prestations permettant aux touristes de découvrir reliefs, paysages, curiosités géologiques et modes de vie du petit pays. Et enfin, pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre le trafic de produits stupéfiants et suite à des renseignements recoupés, les gendarmes de la brigade PK12 Nord ont intercepté donc le 11 août dernier sur la route nationale 1 à proximité du carrefour du PK13 un camion citerne éthiopien suspect correspondant donc au signalement. Après s'être assuré qu'il s'agissait bien du camion ciblé, les gendarmes ont entamé une fouille et la perquisition effectuée a permis la découverte d'une importante quantité d'herbe de cannabis, soit 3 gros sacs de couleur marron dissimulés derrière la cabine du conducteur. Au final, 54 kilos d'herbe de cannabis répartis en 293 tasses ont été saisis. La valeur marchande de ces produits stupéfiants est évaluée à 3 millions de nos francs. Le camion citerne ayant servi à la commission de l'infraction a également fait l'objet d'une immobilisation. Pour preuve, la majorité des affaires résolues par les unités judiciaires ont été déclenchées suite à des renseignements fiables réunis en amont auprès donc de la population qui veut en découdre donc avec ce fléau qui n'est autre que le trafic, la cession et la consommation des produits stupéfiants. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Lutte contre Ebola, enfin des produits de l'espoir. Bien qu'encore à l'étape expérimentale, le règne EB3 et le MAP 114 augmenteraient des chances de survie des personnes atteintes donc d'Ebola mieux que les traitements utilisés antérieurement. Des scientifiques semblent déjà optimistes et formels. Résultat d'une étude menée par les instituts nationaux de santé américains. Ces produits donc auraient augmenté le taux de survie des patients dans le cadre d'essais cliniques. Exploit que de nombreux produits antérieurs comme le SMAP n'ont pas encore réalisé. Déclaré en août 2018, l'épidémie d'Ebola a déjà tué plus de 1800 personnes sur plus de 2500 cas à l'est de la République démocratique du Congo. Et en cas d'homologation, après analyse
l'analyse définitive de ces produits en septembre, l'humanité aura réalisé un gros coup scientifique de grande et même portée médicale que la découverte en 1921 du vaccin contre la tuberculose. Navire humanitaire surpeuplé recherche destination sûre pour ses 356 rescapés. L'Ocean Viking, le navire humanitaire qui patrouille au large des côtes libyennes, a effectué un 4e sauvetage en 4 jours hier. 105 personnes supplémentaires, en majorité des Soudanais, ont été recueillies, portant à 356 le nombre de migrants à bord quand le bateau rouge ne peut en accueillir qu'entre 200 et 250. En attendant, l'Ocean Viking continuera à sillonner les eaux libyennes, aucun autre navire n'étant prêt à prendre la relève. Les conditions météo en Méditerranée devraient se détériorer demain. Et enfin, incendie, déforestation, les poumons verts du globe sont en danger. La taïga et la forêt amazonienne, les 2 poumons verts de la planète, sont plus menacés que jamais. En Sibérie, les feux de forêt font rage depuis le début de l'été et plus de 13 millions d'hectares sont partis en fumée, soit la taille de la Grèce. Une catastrophe écologique pour la Russie, mais également pour le reste du globe. Ces incendies provoquent d'importants dégagements de dioxyde de carbone ou CO2 et font disparaître des millions d'arbres qui ne pourront plus absorber le gaz carbonique. En août, les émissions de monoxyde de carbone en Sibérie ont atteint des sommets selon les chiffres de l'Observatoire européen de l'atmosphère. La forêt amazonienne est confrontée à une situation similaire. Toutefois, ce ne sont pas le feu, mais la déforestation qui est en cause. Le déboisement a progressé de 278% au mois de juillet 2019 par rapport à l'année dernière, selon l'Institut national de recherche spatiale. Les forêts sont aujourd'hui grandement menacées par le réchauffement climatique. Elles sont pourtant essentielles à la planète, couvrant plus de 30% de la surface terrestre. Elles absorbent chaque année 2 millions de tonnes de dioxyde de carbone. Elles abritent également près de 80% de la biodiversité mondiale et environ 3/4 des sources d'eau potable. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.